Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Salut Fabien. Salut Mathieu. Ça va? Bah ouais. T'as vu, là j'ai mis un petit prompteur, ça va nous faciliter la vie et nos intros. Ah oui d'accord. C'est Ok, il est là. J'étais pas au courant, mais ok, très bien. Mais il faut pas t'inquiéter, hein. C'est super simple, tu vas prendre le pli très vite, il suffit de lire et puis c'est bon. Ok, du coup là c'est à moi. C'est à toi. Je vais juste... Bonjour et bienvenue à tous dans cette 9e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Nous espérons tous que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes plein d'enthousiasme pour une nouvelle saison de cinéma. Et d'ailleurs, on est très content de vous retrouver en ce mois de septembre. Mois qui rime du coup avec le mot rentrée. Mais justement Fabien, c'est le moment idéal pour passer un petit moment à faire des révisions. Attends, c'est quoi? C'est qui elle? On s'était Fabien. Revoyons la leçon VHS. Primo, on choisit 2 films plus ou moins oubliés pour les présenter aux cinéphiles ou au plus large public. Secondo, 2 films donc, mais sur un seul thème, pour les lier entre eux, débattre et comparer les différentes visions des réalisateurs. Ok, attends, très bien. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de ça? Parce que puis si c'est l'institutrice, pourquoi elle fait pas cours à des vrais enfants? Fabien, elle est en congé maternité, elle fait du bénévolat pour nous. Pas de faire ça. Mais... Continuez, chère Anna. Tertio, un invité du cinéma local doit être interviewé, virgule, pour faire connaître son travail, virgule, et le faire découvrir à un plus large public. Point. Waouh, on n'était pas au courant. Et on finit avec... Quattro, on rajoute toujours une note d'enthousiasme, d'humour et un esprit bon enfant. 100% naturel, 100% cinéma. Merci très chère Anna pour ce petite piqûre de rappel. D'accord, ça y est, j'ai compris, j'ai tilté, c'est le sketch d'intro. Eh oui. Et la chute, elle est où? Chut. Retournons en juin 2017. Vous vous en souvenez, chers téléspectateurs, le chapeau avait décidé que en septembre, nous allions parler de biopic. Mais dis-moi Mathieu, c'est quoi un biopic? Eh bien, cher Fabien, un biopic, c'est la contraction de biographic picture. Autrement dit, c'est un film sur une biographie, sur la vie d'une personne, d'une personnalité. Donc un peu une histoire vraie en fait. C'est tiré d'une histoire vraie, mais parfois tu vas avoir des faux biopics. Surtout si on fait un film de fiction, c'est-à-dire que l'on doit romancer un petit peu, remplir les trous, remplir les vides, évidemment parce que nous ne connaissons pas la vie de tout le monde, nous ne sommes pas encore en 1984. Exactement. Eh ben écoute Mathieu, commençons par ton film. Merci beaucoup. La sélection de Mathieu. Alors nous allons parler d'un film qui a été un petit film, mais pour parler d'un grand film. Nous allons parler de Citizen Wells, de son véritable titre RKO 281, donc un film sur la naissance de Citizen Kane, la naissance du premier film, du premier chef-d'œuvre de Orson Welles. Grand film du cinéma qui a marqué, je pense, déjà la façon de voir le cinéma. Oui. Et la façon de parler du cinéma en général, parce que c'est un peu le film avec le grand H, comme le grand H pourrait appartenir à l'histoire du cinéma. Voilà. Donc le film avec le grand F. Bref. Donc c'est un film sorti en l'an 2000, à la fin de l'an 2000, réalisé par Benjamin Ross. Voilà. Un auteur que j'avoue je ne connais pas beaucoup. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Citizen Kane et encore moins Orson Welles, que raconte le film? Alors, le film Citizen Kane parle de l'histoire d'un Américain qui serait peut-être le plus grand Américain, à savoir donc le personnage de Kane, de son enfance où il a dû être vendu par ses parents à de riches propriétaires pour devenir un enfant, une sorte d'enfant modèle, une création pour la banque et la finance.
qui décide de se lancer dans la presse et qui devient un mégalomane absolument fou et qui est basé sur un véritable personnage, à savoir le patron de presse Hearst, qui était dans le collimateur de Orson Welles, qui lui était un petit trublion. Et donc Citizen Welles, c'est l'arrivée de ce trublion d'Orson qui vient à Hollywood. On dit « Ah, c'est le Golden Boy, le Golden Child, il va créer un chef-d'œuvre ». Et donc il se Et il avait prépare même à l'époque déjà, si on peut pas parler de buzz, mais à l'époque il avait déjà fait parler de lui avec le fameux canular à la radio lié à la guerre des mondes, avec l'invasion des extraterrestres. C'était son petit coup de pub, et justement Randolph Hearst, qui détenait la presse papier, était en concurrence avec la radio, donc forcément foutre la merde contre la radio, c'était son plaisir. Et justement la panique, soi-disant, qu'avait causé Orson Welles, n'a jamais vraiment eu lieu. Il y a eu quelques incidents, mais c'était très rare, puisque c'était annoncé déjà dans le programme radiophonique que c'était effectivement une pièce de théâtre prévue. C'était déjà mis en scène. Et donc, dans ce film-là, Liv Schreiber, qui joue Orson Welles, qui joue très bien d'ailleurs Orson Welles, se prépare à combattre James Cromwell, qui donc joue Randolph Hearst, à travers cette création de film, en sachant qu'on montre l'envers du décor d'Hollywood, la machine à créer du rêve, déjà bien connue pour être un lieu de turpitude assez vicieuse. Et donc, on voit des personnages monstrueux, véritablement. Les commères d'Hollywood sont horribles, mais c'est génial. Et puis c'est bien, il représente bien tous les petits studios, tous les grands studios, les grands studios et les distributeurs directement. Mais la question d'abord, Mathieu, c'est ton film, tu l'as choisi, qu'en as-tu pensé? Alors moi j'ai bien aimé, en fait je l'avais depuis longtemps parce que c'est un des films que j'ai pris en brocante et comme ça j'avais vu Citizen Welles, je me suis dit ça c'est génial, Orson Welles, qu'est-ce que raconte? Mais je l'avais sur mes étagères depuis un moment et je ne l'avais pas encore vu, et donc j'en ai profité de cette décision en juin de prendre les biopics pour le regarder, et j'ai bien apprécié. J'étais très impressionné. Alors c'est pas un grand film, c'est pas une grande réalisation, mais c'est quand même bien chouette. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, je le connaissais pas du tout, j'en ai pas spécialement entendu parler, donc forcément, j'ai vu Citizen Kane et j'ai entendu quelques bribes sur Orson Welles, oui. Forcément. Mais non, c'est un film qui reste dans le classique dans sa mise en scène, dans le traitement des personnages, dans les dialogues, mais il est plutôt bien réussi. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé la métaphore qu'a Orson Welles à vouloir combattre du coup celui qui est au sommet pour en fait devenir inconsciemment celui qui est au sommet et celui avec qui on va pointer du doigt, j'imagine, après. À savoir si vraiment, après dans le film, j'ai pas trop trouvé d'infos autour, à savoir si vraiment c'était la vraie histoire de A à Z, si vraiment ça s'est passé comme ça, la mise en place du tournage. Je sais que le tournage a été compliqué à mettre en œuvre et qu'à la fin il a vraiment failli brûler parce qu'il parle d'histoires et de faits qui entourent son petit monde et qui sont réels. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt bien amené. Le casting est plutôt bien. Il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes. Non, le film se regarde plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de grands climax auxquels on pourrait attendre parce qu'on s'attend à qu'ils réussissent à la fin, ou en tout cas le projet fini, le film fini. C'est le principe du biopic. En fait, nous, on connaît la fin de l'histoire parce qu'on sait déjà. Le film est sorti. Et nous connaissons la vie d'Orson Welles. Nous savons, ensuite, il a fait La Splendeur d'Anderson. Il a fait aussi la Soif du mal, Touch of Evil, etc. Donc, très grand réalisateur. Moi, ce que je voulais mettre, c'est un petit accent. Le titre français, c'est Citizen Welles. Ouais. Notre grande spécialité de traduire des titres anglais par d'autres titres anglais. Bah là, ils ont fait une contraction de Citizen Kane avec Orson Welles. C'est tout à fait logique. Pour faire le lien. Mais là, je vois, on met l'accent sur le personnage de Welles, tandis que le titre original, c'est RKO 281. Ça veut dire que là, au contraire, ils sont plutôt sur l'œuvre. Ça, ce qui est intéressant, c'est ce rapport. Sur la société de production, la RKO, du coup. Mais c'était le numéro de création de projet de Citizen Kane. La pellicule 281, pas l'œuvre complète. Voilà. Donc, c'est marrant de voir cette relation par rapport aux artistes et. Au casting, on retrouve quand même des têtes assez connues. Oui. Parce qu'il y a Liv Schreiber qui est dedans, qui joue du coup Orson Welles, comme tu l'as dit. Il y a le papa de Babe, moi ça m'a choqué de voir tout le long du film. Le fermier de Babe, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui joue le méchant. Moi j'ai du mal à le détacher de son rôle de gentil, mais c'est comme ça. Moi je dois avouer, Liv Schreiber, je le connaissais par X-Men, parce que j'apprécie bien
sont les deux grandes têtes d'affiche. C'est Melanie Griffiths dans le rôle justement de la femme de Hearst. Et John Malkovich, Et bien John sûr, Malkovich. qui a un rôle que je trouve plutôt intéressant. L'avocat, justement, celui qui vérifie où va y avoir des couilles dans le pâté. Oui, et le scénariste de Wells aussi. C'est vraiment intéressant de voir, je pense, cette impossibilité pour la machine à faire des rêves, à ne pouvoir permettre tous les rêves. Au contraire, il faut bien cadrer. Et j'ai bien aimé la BO, Oui, qui vont peut-être dans le temps rester, qui sortaient peut-être pas des gonds à l'époque, mais quand on regarde des films aujourd'hui, ce genre de film là aujourd'hui, on se dit qu'à l'époque quand même les BO étaient quand même beaucoup plus soignés. Il y a vraiment une mise en abîme, qui avait vraiment une atmosphère, une ambiance. On a vraiment des thèmes qui sont très cinéma d'or d'âge d'Hollywood et c'est vraiment cool de l'avoir entendu. Je ne sais pas qui était le compositeur, il n'y a pas assez d'infos. Mais c'était vraiment plutôt cool. Et je pense qu'il peut être plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas vu Citizen Kane, ça peut arriver, c'est pas grave. C'est ceux qui n'ont pas vu Citizen Kane, de peut-être commencer par celui-là. Ça peut être intéressant de voir ce film-là d'abord avant de voir le film qui est ce chef-d'œuvre de Citizen Kane. Ouais, moi je trouve que ça peut être intéressant. Je serais un peu dans l'autre sens parce que justement, Citizen Kane, déjà le fait que ce soit un film bien plus ancien, de cette manière c'est plus facile de rentrer dedans, je pense, parce qu'on a plus assimilé les codes cinématographiques. Tandis que là, justement, pour voir un envers du décor, ça permettrait de ne pas trop justement se perdre justement. Ouais, mais je trouve que ça spoil pas trop non plus. C'est plus une petite parenthèse qui est autour du film. Après, voilà, faites comme vous voulez. En œuvre à lire, parce que là c'est un livre qui est très complémentaire de ça, à mon avis, c'est Hollywood Babylon de Kenneth Anger, qui raconte les travers d'Hollywood de cette époque. Et on retrouve bien ça. C'est assez extraordinaire de voir cette immersion dans l'envers du décor. C'est ça le grand point fort, à mon avis, de Citizen Wells, qu'on vous conseille forcément si vous ne l'avez pas vu. Et très bien, on passe au film suivant, Mathieu. On passe à ton film. Et c'est parti. La sélection de Fabien. Et maintenant, passons à ma sélection de ce mois-ci. On change. Choisi. Et oui, on change totalement de catégorie. On pourrait peut-être parler plus de biopic musical cette fois-ci. Mathieu, tu connais les Beatles. Oui, bien entendu. Et si je te parle d'un autre boys band des États-Unis sur la côte californienne, tu me dirais qui? Les Beach Boys. C'était leur concurrent. Exactement. Donc les concurrents un peu qui sont dans l'ombre des Beatles à l'époque. Les Beach Boys, parce que je vais vous parler de Love and Mercy, qui est un biopic sur la vie de Brian Wilson, le leadership du groupe, qui est sorti en 2015 et qui n'est pas si vieux que ça. Ah oui. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être normal dans le sens où il est passé totalement inaperçu quand il est sorti. Je me rappelle que je l'avais vu au cinéma, j'avais vu juste l'affiche et je l'avais trouvé coloré et sympa. Je me suis dit tiens, pourquoi pas aller voir. Les Beach Boys, je connaissais les chansons les plus connues. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je suis sorti du film, à l'époque, je me rappelle très bien, j'étais conquis à 100% parce que je trouvais que c'était un très bon film. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte une partie de sa vie privée et de sa vie artistique en parallèle entre lui quand il est jeune et qui compose les musiques et lui quand il est vieux et qui lui arrive plus de malheur parce que c'est un personnage, c'est un artiste qui était très torturé sur lui-même parce qu'il a une enfance difficile, qui est devenu schizophrène et un médecin plutôt véreux est devenu mettre sa main mise des années après. Voilà, ses griffes pour jouer de lui et gagner sa notoriété, je ne sais pas, gagner plus d'argent. C'est ce que le film ressent. Et il a fait complètement perdre les pédales. Et c'est peut-être une histoire d'amour qui va le sauver. Voilà. Une belle histoire. Voilà. Donc Love and Mercy, qui a été réalisé du coup par Bill Pollard. Pardon. On retrouve du coup au casting Paul Dano. On retrouve John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti, donc aussi du grand casting. Paul Dano et John Cusack qui jouent tous les deux donc le même personnage. Donc Paul Dano qui joue Brian entre sa vingtaine et sa trentaine d'années. Et John Cusack qui joue lui des années plus tard, sa quarantaine, une bonne quarantaine. Oui, je dirais. Même, je pense que c'est dans les années 80-90. Ouais, c'est ça. Tout les années 90. Donc du coup, mêlé à toute la vie des Beach Boys avec tous les tubes qu'ils ont créés, on suit du coup son parcours en deux vies différentes. Oui. Et moi j'ai trouvé ça très bien. Avant de continuer, Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai plutôt apprécié. J'ai vu le film, j'ai découvert justement avec cette émission. C'est un film qui est très intéressant, qui est bien rythmé, qui est bien fait. Donc au point de vue technique, j'ai absolument rien à redire. Il y a des idées de mise en scène qui sont super bonnes. L'interprétation est vraiment excellente. John Cusack et Paul Dano font deux facettes d'un même personnage
mais arrive à très bien le Et retranscrire. puis se complètent bien au final, on arrive à y croire, même si physiquement ils ont du mal à se ressembler. Mais les personnages secondaires, que ce soit les personnages positifs ou les personnages négatifs, sont aussi très très bons. Donc effectivement, ça fait partie de ces films, en fait, on ne peut pas leur reprocher beaucoup de choses. Et je comprends que tu sois aussi conquis par ce film Love and Mercy. Merci. Et du coup, là je pensais que t'allais dire un autre truc. Non, non. Et du coup voilà, et puis donc forcément c'est un biopic, certes, c'est aussi un drame, et dans le sens où il y a un réel travail sur le son dans le film. Quand on découvre du coup Brian Wilson composer ses chansons, c'est un peu le stéréotype, sans être méchant, c'était un peu le stéréotype de l'artiste torturé qui cherchait à s'auto-satisfaire, qui cherchait toujours le petit détail, il était hyper perfectionniste. Et dans sa démarche, on sentait qu'il était dans sa bulle. Oui. Et il avait du mal à se faire comprendre aux autres, notamment son frère, plus les autres du boys band. Il y avait deux frères. Deux frères, pardon. Deux frères et puis le quatrième, à son père. Et on sent vraiment cet artiste torturé. Et le travail du son dans ce film-là est vraiment génial. Parce que comme il est schizophrène, du coup, il entend des voix, il entend des choses, il a des redondances au niveau sonore qui vient, il pense à des idées comme ça. Et comme il est sourd quasiment du Ouais. oreille, en plus il a un problème quasiment d'acouphène qui rajoute aux hallucinations auditives. Et en termes d'ambiance, ce film au niveau du son, il est vachement, je rajoute, mais il est vachement bien travaillé parce que on est complètement, limite à la place du personnage à chaque fois, on est dans sa tête et on entend les mélodies, on crée les mélodies avec lui. Ce qui est tout à fait en raccord justement avec le thème. Ouais. Donc, la réalisation parle au fond, c'est très bien. Et ce qui est très beau du coup quand il est jeune, est horrible quand il est vieux parce que du coup, son côté schizophrène, son côté où il est gavé de médicaments qui sont très mauvaisement prescrits et tout. Et il y a vraiment le rattrape et le voit totalement. Et cette histoire d'amour, on ne vous en dit pas plus, mais une histoire d'amour qui est jouée du coup par Elizabeth Banks et John Cusack, qui va sans doute le sauver. Paul Giamatti, très bon fils de pute encore une fois. Ah, oui. Souvent il a des rôles de méchants lui, ouais, très intéressants. c'est un petit peu comme comment ça s'appelle celui qui faisait Sirius Black. Gary Oldman. Gary Oldman, qui vient de reprendre les rôles de méchants. Ouais. Après avoir fait une période gentille, une période méchante. On est dans Hitman et Bodyguard, il a un rôle bien stéréotypé de méchant, mais ça marche bien, c'est marrant. C'est là qu'on sent quand même il y a des rôles qui sont faits pour des acteurs aussi, et des acteurs professionnels. En tout cas, on vous conseille en tout cas ces deux films qui sont de générations très différentes, et on n'a pas parlé vraiment de la mise en scène, mais c'est une mise en scène qui est beaucoup plus actuelle. Bien sûr, on a mis là, pour Simon Wells, le cinéma numérique n'était pas encore exactement Bah oui, ça se voit. puisque c'est en 2000. Non, c'est 99 qu'avait commencé le cinéma numérique avec La Menace Fantôme et Vidoc en 2001. Donc là c'était encore du tournage pellicule, tandis que Love and Mercy utilise beaucoup le numérique et justement l'utilise très bien parce qu'il y a certains mouvements de caméra qui ne peuvent pas être faits avec la pellicule. Et là ils l'utilisent et ensuite ils mettent il y a eu un filtre pour donner un aspect pellicule. J'avoue que les côtés historiques, même toute l'intro du film commence sur le succès des Beach Boys, des moments de clips, des moments de photoshoot. Et là où dans certains films, des fois, on voit que ça a été transposé en vieille pellicule, là je trouve que le côté fait très réaliste, et d'autant plus dans Orson Welles aussi, avec les coupures de journaux, avec la mise en abîme du film aussi. C'est vrai que les deux films commencent d'une même façon. Oui. On n'avait pas tilté ça, avec le côté historique et de résumer le succès de chacun. En même temps, c'est normal parce que c'est pour replonger à la fois les spectateurs dans la problématique, mais aussi dans l'ambiance d'une époque qu'ils n'ont sans doute pas connue. Là, tu parlais du travail du son, mais justement, quand on écoute Surfing USA, on sait que c'est les années 60, 70, parce que justement, c'était le moment où il y a eu cette Beatlemania, puis ensuite la Beach Boy Mania. Je pense que le seul lien qui rapprochait les Beach Boys aux Beatles, c'était leur coupe de cheveux. Ah non, je pense que c'était la mode. Alors, les Beatles, en fait, ont été le premier boys band à succès, mais tout le monde, une fois qu'il y a eu le Beatlemania, a dit « je veux mes Beatles ». Résultat, il y a eu donc les Zombies, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu les Beach Boys, tous voulaient faire la concurrence aux Beatles. Et donc, c'est les Rolling Stones qui ont gagné, mais les Beach Boys étaient pas loin derrière, déjà parce qu'ils étaient soutenus par les Américains. Mais surtout, ce qui était très intéressant, et c'est bien montré dans le film, c'est que justement, il y avait une recherche permanente de création dans la création musicale. Dans leur travail, exactement. Et ben écoute Mathieu, ce sera tout pour ces deux films. On va accueillir, excellent film. On vous les conseille toujours. On va accueillir un monsieur qui connaît aussi bien le cinéma et le cinéma en général.
Et la On pop se culture. retrouve exactement tout de suite pour l'invité du jour. À tout de suite. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité, l'invité de la rentrée pour ce mois de septembre. Nous avons pensé à inviter le collectif Script.fr. Incarné en la personne de Enlil Albana. Incarnation, c'est un grand mot. Ouais. Bonjour Anil, est-ce que ça va? Ça va très bien et vous? Eh ben, on est très content va de très t'avoir à nos côtés pour parler un petit peu de ce que tu fais parce que tu es un peu, j'ai envie de dire, un homme de l'ombre sur les grands événements cinéma nantais. Pourquoi un homme de l'ombre? Attendez, je suis tout le temps sur scène, ça veut Eh dire bien- que je dois être planqué, c'est ça? Non, Maintenant, t'es tu es dans en la lumière. coulisses, tu observes tout. Oui, merci bien, donc ça veut dire que je suis moche, Non. donc je dois Non. être dans l'ombre. Jamais j'ai dit ça. Regardez à quel point il est éclatant. Voilà. Donc Regardez merci cette Anil veste. d'être avec nous. Donc tu es le représentant du collectif Script, qui est un collectif à médias sur la culture de l'image au sens large. Donc vous traitez aussi bien le cinéma, les séries TV, les jeux vidéo, etc., etc. Et j'en dois en passer, j'imagine. Mathieu, première question, je te laisse commencer. Ma première question va être très simple. On a évoqué rapidement script.fr, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le collectif script.fr? Quelle est la différence, par exemple, avec une association, ce collectif? Bah, en fait, le fait que ce soit une association, un collectif, là c'est purement administratif. Il n'y a pas la structure exacte d'une association, même si ça tend peut-être à se faire, mais on n'a pas souhaité le faire au départ et finalement on n'avait pas besoin de la structure pour exister, pour créer des contenus, donc on ne s'est pas trop cassé la tête avec ça. Et Script.fr, c'est quoi? C'est un média web, comme vous l'avez dit, centré sur la culture de l'image, donc cinéma, séries télé, jeux vidéo, comic book, culture pop, qui est aussi un média multiplateforme. Il y a le site Script.fr qui regroupe nos productions. Il y a On mettra tous les liens dans la description. Parfait. Il y a la page Facebook qui, on va dire, est le point central de toute l'actualité, Ok. pareil lié à la culture pop. Il y a une page YouTube avec nos productions, nos émissions, et puis, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, puisque vous avez dit que j'étais dans l'ombre, merci bien. On propose pas mal de soirées, des séances dédicaces, des avant-premières. Non mais je veux dire que c'était le À Dark Knight du collectif, quoi. Ah, merci bien, ça fait Voilà. plaisir. Ah, je C'est me sans doute rattrape. un peu plus vertueux. Voilà. Dark Knight qui a quand même du coup Un costume de un Joker. costume de Joker. Exactement. Cherchez l'énigme, cherchez la solution. Je ne sais C'est pas. l'ambiguïté, c'est justement tout ce qui fait le sel et le piment de cela. Mais dans ce cas, puisqu'on est sur ce personnage ambigu, Enlil, j'aimerais savoir comment est-il arrivé sur Script? Quel est ton parcours? J'ai gagné au loto énormément d'argent, du coup je peux proposer en fait des contenus sans ne rien faire de mes journées. Voilà, c'est le miracle. Bravo. Merci. Très beaux applaudissements. Extraordinaire. Grosse Extraordinaire. ambiance Grosse dans le ambiance plateau. studio. Regardez, il y a des foules. On va faire une hola. Olé! Ouais, merci les gens. Non, maintenant, sérieusement, Bah non, plus sérieusement, ça fait longtemps en fait que le cinéma c'est une passion, la culture pop c'est une passion. J'ai travaillé pour différents médias par le passé, des radios, des web radios, des sites internet. Et à un moment donné, avec le co-créateur de Script, qui C'est s'appelle plusieurs, Thomas, on est voilà, d'accord, exactement. ouais. On s'est dit pourquoi pas créer notre propre plateforme dans laquelle on pourrait parler finalement de ce qu'on souhaite D'accord. et dans laquelle on puisse aussi utiliser le médium de la vidéo qui est un peu le nôtre. Donc D'accord. c'est comme ça que ça s'est construit Oui, donc, du finalement. coup, vous faites des articles sur votre site web, vous avez aussi des vlogs où vous parlez à chaud des critiques des films qui peuvent sortir, des Exactement. séries, Exactement. etc. Et du coup, juste une petite question en plus, vous êtes combien en termes de personnes actives vraiment Bah, on est 5-6, en fait il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, parce que voilà, soit c'est pas des stagiaires, mais enfin il y a des gens qui... Script, il y a beaucoup de gens qui sont passés par le média pour apprendre beaucoup de choses, que ce soit en vidéo, que ce soit en écrit, mais on a une bonne base d'amis à Nantes qui travaillent avec nous, et puis il y en a quelques-uns aussi sur Paris. D'accord. Il y en a combien du coup alors? Je t'ai dit, il y en Je a sais pas. 5-6 à peu près. Ça Non, change. mais il y en a beaucoup en fait. Bah, tu vois, il y a certaines personnes qui vont faire 2-3 articles par an. D'accord. Tu as des personnes qui nous aideront que sur les soirées par exemple, ou d'autres qui ne participeront que à certaines vidéos. Donc c'est assez ouvert d'ailleurs. Ok. Si les gens veulent venir dans notre collectif, eh bien c'est avec plaisir. Très bien, très beau message, bien lancé. Donc du coup, je reviens sur ce qu'on a pu égayer tout à l'heure, c'est qu'on vous organisez des événements, style, alors, nous on s'est rencontrés en tout cas grâce à ça, grâce aux grandes avant-premières que vous pouvez organiser en partenariat avec des grands cinémas de Nantes qu'on ne citera pas, mais vous les connaissez, j'imagine forcément. On peut le citer ou pas? On le dit? Ah, mais allez-y, Eh bien, oui. on peut le dire, donc on va le dire. Vas-y Mathieu. ouais, d'accord. Le cinématographe? Pas du tout. Quelle En fait, heure c'est une blague. Effectivement, Non, c'est quasiment l'inverse. tu as envie de dire tu tombes dans le pâté, Mathieu. Oui, non, Gaumont pâté, essentiellement. Donc vous faites des soirées à thème.
sur des gros films, donc avec des grosses avant-premières. On a pu vous voir pour les Gardiens de la Galaxie, sur Wonder Woman, sur Batman vs Superman, sur des gros films à grosse licence, généralement plus les blockbusters parce que ça va attirer déjà plus de monde à la base. Et du coup, vous êtes en partenariat avec ces cinémas. La question, c'est comment ça s'est mis en place, parce que ça manque quand même pas mal d'efforts, de moyens, on dirait pas comme ça, parce qu'on a l'habitude peut-être de faire des soirées un petit peu avant-première, mais il faut se dire que c'est le petit collectif qui est rattaché à ces cinémas-là, qui vous laisse la place et peut-être un petit peu de temps pour le faire, mais que vous devez ramener tout derrière, donc parce que vous faites des stands, vous mettez l'ambiance avec des cosplayers, ça peut arriver, vous faites gagner des cadeaux, surtout avec des partenaires. Comment vous faites pour faire tout ça? D'abord, en fait, j'ai commencé à faire ces soirées bien avant Script. D'accord. Je travaillais pour un autre média, une web radio sur le cinéma. On a commencé ça en 2012 avec The Dark Knight Rises, puis on avait fait Skyfall, Le Hobbit, etc. Et c'est une dynamique en fait qui s'est construite au fur et à mesure et qui a plutôt fonctionné. Alors c'est jamais parfait, on apprend toujours des soirées, il y a toujours des petits trucs qui font des petits couacs. Mais en fait je crois que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a une très grande confiance entre les équipes du Pâté Atlantis et du Gaumont Nantes, la direction, les employés et notre équipe sur script.fr. Ce qui fait que finalement les choses vont très vite. Et puis on a aussi beaucoup de partenaires derrière avec qui on a travaillé sur la trentaine de soirées qu'on a organisées. Et pareil, là encore une fois, dès que on a une soirée qui est en train de se faire, on envoie un mail. Ils savent très bien que derrière la soirée se déroule bien, il y a une bonne mise en avant de la marque et l'ambiance fonctionne plutôt bien. Déjà venu, on peut le juger. Et la plupart des cosplayers que vous avez vus le mois dernier se sont souvent rendus à ces avant-premières et puis c'est génial. Franchement, c'est génial parce que même on est dans une grande ville, certes, mais à niveau national, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes qui proposent ce genre d'événement, on va dire, dans cette dimension-là. En fait, je crois que tout simplement, il n'y a aucune ville en France, mis à part Paris, mais ça c'est autre chose, il n'y a aucune ville en province qui propose cette dynamique d'événements. On est quasiment à une soirée par mois et là par exemple on sort tout juste d'un marathon Harry Potter, on a vendu je crois 1600 billets, ce qui est énorme pour un marathon en province en fin d'été et même le distributeur n'y croyait pas tant que ça et j'ai l'impression que le cinéma était un peu effrayé quoi. Et finalement il y a eu un fort engouement, c'était très très plaisant et une très bonne ambiance. Super. L'audace paye, hein. Bravo. Et là justement, peut-être on t'a un petit peu répondu puisque ma question c'est comment devenir contributeur chez Script, de quelle manière. Vous avez sur votre site internet un moyen de vous contacter Oui, vous pouvez. C'est vraiment un contact personne par personne. En fait, nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est un fort contact avec les gens qui nous suivent, discuter. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, ne pas aimer un film qu'on traiterait sur une vidéo, mais si quelqu'un a adoré le film, il est tout à fait libre, par exemple, d'en parler. Donc, ne pas hésiter, nous envoyer un petit MP sur Script, sur la page Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Et puis surtout, n'hésitez pas, envoyez-nous votre RIB et puis nous serons très heureux de recevoir des virements bancaires. Très bien. Le message est passé. Pourquoi Durandal ? Pour les films qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui ont à défendre ou à condamner. Mais lui, il veut pas qu'on envoie le RIB, c'est bien dommage. Crève de plaisanterie. Donc voilà, je disais que vous faites des critiques, vous assistez aussi à des événements comme des avant-premières, par exemple au Grand Rex. Si on vous suit sur la page, sur les réseaux sociaux, vous êtes pas mal, alors je ne sais pas si on dit invité, mais vous êtes pas mal sur les avant-premières au Grand Rex et vous avez des fois accès directement aux comédiens, aux réalisateurs. Au tournage. Et à certains tournages, je faisais référence, alors si je ne me trompe pas, tu me diras, pour Dunkerque, vous avez pu vous rapprocher un peu du tournage. Non, Dunkerque, on a voulu aller sur le tournage, on n'a pas pu y aller parce qu'en fait, il y avait cette putain de pénurie d'essence qui a fait qu'on n'a pas pu aller sur Dunkerque. Mais on a suivi de très très près en fait le tournage avec les photos de tournage et vidéos et je crois qu'il doit y avoir à peu près 35% des gens qui nous suivent sur Facebook qui sont soit de Dunkerque, soit de Lille, soit des environs. C'est assez curieux. Mais tous les articles liés à Dunkerque en fait suscitaient une très très forte attention. Mais vous avez bien rattrapé avec le Maillet-Braisé. Il y avait la soirée effectivement au Maillet-Braisé, le bateau qui a participé au tournage. Exactement. Et puis on était à l'avant-première au Grand Rex, où ce cher Christopher Nolan était là. Et c'était là. Donc du coup, quand ça se passe comme ça, c'est sur vos moyens à vous Tout à fait. D'accord. Donc, tout à fait. Directement. Et c'est très très bien de nous ramener de ça, de là-bas.
Ça veut rien dire ce que je viens de dire. De nous ramener l'ambiance qui est là-bas, ici, c'est ce que je voulais dire. Je vais y arriver. C'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. Non, c'est ça repris, Mathieu. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Quelles sont les futures soirées prévues donc, qui vont peut-être arriver? On aimerait que tu nous teases un petit peu. Donc là, on est mi-septembre. Ouais. Est-ce que tu peux nous teaser les prochains événements qui arrivent en fin d'année, voire début 2018? Et on parlera d'un autre partenariat qui arrive bientôt. Tout à fait. D'abord, les 2 prochaines soirées qu'on organise, en tout cas les 2 plus grosses prochaines soirées qu'on organise, qu'on peut vous citer. Allez, vas-y, cache. La première en novembre pour la sortie de Justice League au cinéma Pathé Atlantis. Évidemment. Ça va être une grosse soirée. D'accord. Et une plus grosse soirée encore en décembre prochain pour le nouveau Star Wars qui s'annonce comme voilà, une grosse machine. Et la soirée Star Wars qu'on avait faite pour The Force Awakens était vraiment excellente. Donc voilà, ça c'est les deux grosses soirées. Il y a peut-être aussi une avant-première ou une soirée spéciale qui se déroulera dans un autre ciné. D'accord. Un cinéma plus confidentiel, pour un film beaucoup plus confidentiel, mais qui je pense sera plutôt qualitatif encore une fois. Et il y aura probablement aussi 2 séances dédicaces. Ah non, ah, on bien. va faire. Donc plein en exclu peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, pour 2 bouquins totalement différents. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des auteurs, mais voilà, ça risque d'être plutôt sympa. Et surtout, donc à suivre sur on vient d'apprendre récemment votre partenariat avec la Comic Con de Paris pour cette année 2017. Bravo. Merci. Avez-vous fait? On a donné énormément d'argent au Comic Con Paris. Ça. On aurait dû faire ça, Mathieu. Encore. Voilà, c'est ça. Grâce aux nombreuses contributions des fans. Voilà. Mais là, on n'en a rien à foutre en fait. non, c'est pas de l'art, c'est du cochon. Non, mais merci pour cette blague douteuse, encore une fois. Un cochon tire lire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais qu'a-t-il sous son chapeau, on se le demande. Je sais moi ce qu'il y a dessous. Mon Dieu. Non, vraiment sans rien. En fait, on a contacté le Comic Con Paris il y a quelques mois maintenant pour proposer un invité et potentiellement une conférence. Et ils ont été très heureux de pouvoir recevoir cette invitation. Et finalement, on était tellement à l'aise qu'on leur a proposé d'autres choses. Et justement, on souhaite que qualitativement, ce qu'on va proposer au Comic Con Paris, chose que je ne vais pas encore vous dire, j'espère que ce sera très intéressant. En tout cas, on est vraiment heureux parce que c'est pas tout à fait une conclusion, mais en tout cas, c'est le résultat de beaucoup de choses chez Script et peut-être aussi pour moi plus personnellement. Mais voilà, les soirées, c'est une nouvelle étape déjà. C'est une nouvelle étape. C'est super. Et c'est chouette de pouvoir être partenaire officiel du Comic Con. Grosse qui Comic en plus Con. est jeune parce que c'est sa troisième édition, tout à fait. Sa troisième année, donc c'est toujours bien d'être intégré rapidement dans la genèse en fait. C'est vrai, et ça s'est fait en plus très simplement, très humainement, donc ça c'est plutôt chouette. C'est super. C'est ça l'avantage des passionnés. Exactement. Donc retrouvez toute l'actualité de Script sur script.fr tout simplement. Ils ont une page Facebook où vous pouvez aller checker. La page YouTube pour retrouver leurs vlogs qui sortent aussi assez très régulièrement. Abonnez-vous. Exactement. Et puis retrouvez-les du coup à la Comic Con si vous y allez. Nous on risquera peut-être d'y retourner, Mathieu. Mais avec plaisir. Peut-être pourquoi pas. Bien. Allez voir juste Script, non quand même pas. On pourra faire une émission spéciale VHS Script. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que très sympathique. Ce serait important de décrire le script pour savoir si la VHS peut être jolie à voir. Oui. Bon, on fera ça. Très bien. Je vois qu'il a changé d'avis. Ça y est, c'est fini. Une concurrence sur les blagues nulles. Non mais vous inquiétez pas parce que notre ami Adrien, qui apparemment a un souci gastrique aujourd'hui, merci pour lui, est très bon en blague aussi. Je le salue. Voici un concours, ton concurrent. Je pense. Non, avec grand plaisir, on parlera de tout ça. On te remercie beaucoup, Daniel, d'être passé chez nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et on te suit de près toujours. On sera là aux avant-premières, comme des fanboys. Attention maintenant, c'est l'heure du moment. Le moment de quoi, Mathieu? Le moment de choisir le prochain thème. Exactement. Et toi, Lille, qui va avoir cet honneur. Exactement. Ta main innocente va piocher dans le chapeau. Donc on a fait une petite mise à jour et encore plus de thèmes qu'on m'a glissé à l'oreille dernièrement. Oh, c'est beau ça. Donc Vous êtes prêts là. Je sens que je vais sortir un bon thème de merde. Ou même un bon thème tout court. Il n'y Allez. a que des bons thèmes. Nous les écrivons. Donc il y a un moment. Alors c'est tout ce qui finalement signifie ma vie. Le drame. Suspense. Oh non, quelle tristesse. On va recommencer. Non, très bien. Écoute, très bien. On parlera de drame en ce mois d'octobre et en cet automne triste. Ah bah oui, en plus, drame automne, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. On choisira un drame peut-être. Il y a plein de types de drames. Les drames amoureux, les drames politiques, les drames historiques.
C'est bien parce que tout à l'heure on parlait de Jean-François Copé, finalement, voilà, ça drame commence français. plutôt bien. J'ai dû louper un épisode. Mais vous, pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette page, liker, suivez sur notre page Facebook, on a aussi le YouTube. Mais essentiellement, on se retrouve le mois prochain pour l'émission numéro 10, déjà, niveau 10, sur le drame. On remercie encore Enlil, à très vite, Merci à très bientôt, dans les salles obscures. Et on se dit au mois prochain, 3, 2, 1, ciao. Ciao.